Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la meilleure façon pour organiser une partie d'Airsoft, mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier tous les membres de l'association AETB Team Radva pour leur investissement sur les différentes parties, parce que sans un collectif solide, eh bien c'est tout à fait impossible. Et si vous avez l'habitude de me voir moi, eh bien il y a une quinzaine de personnes derrière qui, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'accueil, que ce soit sur l'organisation des parties et sur l'encadrement du jour J, nous sommes nombreux. Et toute cette organisation, je la dois à un collectif soudé, solidaire et qui s'est encore mis en avant le 19 mars pour notre partie. Je tenais donc en introduction à remercier tous nos adhérents et tous les cadres de notre association. Alors, je vais partir sur une série de conseils que vous suivrez ou que vous ne suivrez pas, hein, voilà, des recommandations qui s'appuient sur notre expérience. J'ai des joueurs qui m'ont sollicité sur la dernière partie en me disant « Ah ben tiens, ce serait peut-être bien de faire un tuto pour expliquer comment vous faites pour organiser une partie, etc. » Alors, je vais partir du principe que vous savez déjà vous constituer en association. Et sinon, j'ai cru comprendre en échangeant avec Chef Pampan, mon collègue vosgien, que lui allait peut-être se pencher sur la question de la constitution et de la persistance d'une association. Donc je ne veux pas déflorer le sujet, j'en reparlerai avec lui. S'il ne le fait pas, moi je ferai. Mais je vais partir du principe qu'il va traiter, d'accord? Donc, la première recommandation que je vais vous faire, eh bien, c'est de vous constituer en association pour faire et organiser des parties d'Airsoft. Bien sûr qu'on peut, la main dans la main, avec des potes, des gens chez qui on pratique, se mettre d'accord, etc., etc. Bon, attention, moi j'ai l'habitude de dire que si en tant que joueur, on pratique un loisir, on n'a pas envie de se prendre la tête et on est à la cool, en tant qu'organisateur, il y a un cadre d'assurance, il y a une mise en sécurité, et c'est un business. À un moment donné, on va avoir des clients qui payent pour avoir un service et pour pouvoir se détendre. Nous, on n'est pas censé se détendre à la cool en mode « ouais, nous, on est en train de faire du loisir ». Nous sommes bénévoles, puisque nous, là, on parle d'un business d'association. Bien sûr, business, ça ne cadre pas avec la dimension loi 1901. Et on se comprend, à un moment donné, il y a des clients qui viennent et qui payent pour un service, c'est donc une forme de business. On se comprend comme ça, d'accord? Pourquoi se constituer en association? Je viens de le dire, sur la mise en sécurité. Eh bien, vous allez avoir l'assurance de l'association qui va vous garantir la sécurité de votre propre association s'il y a des dégâts faits aux personnes ou aux biens. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous allez avoir un compte en banque en tant qu'association qui va vous permettre de percevoir les adhésions de vos membres, mais qui va vous permettre aussi de payer les locations des terrains lorsque vous n'avez pas votre propre terrain. Nous n'avons pas notre propre terrain, donc je vais vous donner des recommandations sur comment on fait quand on est une asso et qu'on veut aller organiser sur un terrain qui loue pour par exemple 300, 350 euros, voire plus, mais la moyenne c'est à peu près 350 euros pour nous en Ile-de-France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions. Donc forcément, il faut de l'argent pour payer ou réserver cette location qui des fois doit se faire à l'avance, notamment quand on travaille avec des professionnels et non pas des associations. Être une association, ça permet aussi de signer des conventions. Une convention qui est assumée par la personne morale, par l'association, et dans laquelle on va pouvoir dire, eh ben, on va louer selon tel terme, à tel tarif, en contrepartie vous nous prêtez les items, on a les clés pendant tel temps, et on garantit que ce sera de telle heure à telle heure, et il peut y avoir même des conventions où c'est écrit que le règlement habituellement utilisé par l'association qui s'occupe du terrain sera appliqué par l'association locataire. On peut tout noter dans une convention, et ça permet aussi de cadrer les choses proprement quand on décide de faire des organisations conséquentes. Quand on est à 70, 80 personnes, il faut avoir un cadre qui permette de protéger tout le monde. C'est une question de protection, pas une question de se stresser ou de s'énerver ou de ne pas être dans un loisir. Attention, hein. Ça, c'est la première chose. Un collectif, une association. Ensuite, il faut que ce collectif ait de l'expérience. Si votre association elle a un mois et que vous dites je vais organiser une énorme partie sur un terrain de 25 hectares et je vais essayer d'avoir 80 personnes et ça va me coûter 350 ou 450 euros de location, vous allez un peu vite en besogne. Donc moi ce que je recommande c'est d'avoir une association qui va avoir au moins 1 ou 2 ans d'expérience avec un fonctionnement en collectif, des assemblées générales, des petites réunions, des petits travaux de retour d'expérience et des petites fabrications d'outils dont on parlera tout à l'heure dans le grand 4. De l'expérience aussi en tant que joueur, soi-même en tant que joueur.
Pour moi, ça me semble fondamental. Pourquoi? Eh bien parce qu'à un moment donné, si vous ne savez pas utiliser une réplique, si vous ne comprenez pas le fonctionnement du matériel, si vous ne maîtrisez pas votre gear, si vous ne savez pas vous mettre en sécurité, si sur un terrain d'airsoft vous êtes vous-même mal à l'aise, de quelle façon allez-vous pouvoir organiser une partie pour des dizaines de joueurs, dont éventuellement des débutants qui vont avoir besoin d'encadrement, de conseils, et qui vont éventuellement être dans des galères techniques ou dans des galères de jeu, et qui vont avoir besoin de vous. Ça fait partie du service. Donc vous-même, en tant que joueur, je pense qu'il faut avoir une forme d'expérience. Pour donner une idée, et ça n'est qu'un repère, sur l'AETB Team Bradva, on a la moitié des joueurs qui ont entre 10 et plus de 10 années d'expérience. C'est absolument pas nécessaire d'avoir autant d'expérience que ça. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il y a une différence entre le vécu, l'expérience et la compétence. C'est très simple. La nuit, lorsque l'on dort, on vit, d'accord? Et pourtant, on ne retire rien de ce moment-là. Donc, vivre et avoir beaucoup de vécu, pour moi, ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup d'expérience. On peut aller sur des parties, jouer, et puis pas vraiment réfléchir au règlement intérieur, mais le suivre, pas vraiment réfléchir au scénario, mais le suivre. Non. À un moment donné, un joueur expérimenté, c'est un joueur qui va intégrer ce qui se passe autour de lui, échanger dans son équipe ou dans son association, éventuellement prendre des petites notes et analyser ce qui se passe. C'est ça le développement d'une expérience. Pour ensuite transférer au niveau compétence, c'est-à-dire faire des choix et faire en sorte que ça se passe mieux la fois d'avant. Et ça, c'est le développement d'une compétence. Donc, beaucoup de vécu, aucun intérêt. De l'expérience, c'est le minimum. Un développement de compétences, c'est le top. Je parle d'expérience. Il faut avoir expérimenté les terrains qui sont sur votre territoire, d'accord? Les terrains que vous êtes susceptibles de louer. À un moment donné, vous ne pouvez pas choisir de dire « Ah ben, on va aller soit sur ce terrain-là qui fait 5 hectares avec des spawns qui sont conditionnés par la taille du terrain, ou se dire « Ah ben, on va aller sur celui-là qui fait 25 hectares et où le carré de jeu, la zone de jeu, peut être déplacée à plein d'endroits différents et avec je ne sais pas combien de spawns possibles, des problématiques de spawn kill, bref, et qui est très compliqué, d'accord? Donc, il faut faire attention, il faut maîtriser son sujet sur la question du terrain que vous allez louer. Je pense que c'est intéressant de tourner sur différents terrains. Souvent, on aime bien un terrain, on y va beaucoup. Dans ces cas-là, il va falloir organiser la partie sur ce terrain-là que l'on connaît bien. D'accord? Ce terrain que l'on connaît bien, il va fonctionner avec un règlement. Et là, je vous recommande d'expérimenter un certain nombre de règlements, mais d'être très attentif sur les règlements qui sont proposés sur le terrain que vous voulez louer. Parce que ce règlement, même s'il reprend en tronc commun l'essentiel des items et des critères de mise en sécurité des joueurs, il va reprendre en périphérie un certain nombre de règles de jouabilité, par exemple, qui sont issues de l'expérimentation, de l'expérience des joueurs qui sont responsables de ce terrain. Donc moi, je vous recommande, quand vous vous déplacez dans les différents endroits, d'échanger avec les responsables, les organisateurs, les responsables d'associations, et essayer d'obtenir les règlements intérieurs, de les prendre à votre profit et les analyser pour savoir pourquoi eh bien, ils sont associés à ce type de terrain. Je vous recommande, même si vous louez un terrain, d'appliquer le règlement habituellement en vigueur sur ce terrain. Il y a toujours des raisons, et plutôt que de réinventer la poudre, un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Nous, on organise essentiellement sur le terrain de l'AFBA, et on s'inspire du vieux règlement du temps de la Chacal Corp. Une fois, je l'ai fait varier sur les toits et les cabanes. D'accord, les cabanes ont un toit ou non pas. J'ai dit, bah voilà, les cabanes ont pas de toit, vous pouvez balancer les grenades. Et il y a eu un blessé, et c'est moi qui est blessé, d'accord? Donc voilà, moi j'ai vraiment cet exemple-là. S'il y a des règles, c'est qu'il y a une raison. Donc faites attention à ça. Ensuite, vous devez expérimenter les scénarios. S'il y a des scénarios qui tournent bien sur tel ou tel terrain, encore une fois un peu d'humilité, il y a certainement une bonne raison. Donc, sur la première organisation, reprendre le règlement, reprendre l'essentiel des scénarios que vous avez l'habitude d'avoir plaisir de jouer sur ce terrain, ça me semble extrêmement raisonnable. Qu'ensuite vous testiez un ou deux scénarios dans la journée, des scénarios courts, parce que vous avez des idées pour voir ce que ça donne, pourquoi pas. Mais réinventer tout le cahier de jeu alors que vous avez l'habitude de jouer des scénarios sur ce terrain, ça me semble pas non plus une idée forcément raisonnable. J'ai oublié de vous dire, mais effectivement, avoir l'expérience d'un terrain, oui, pour savoir si sur ce terrain, il y a un accès facile pour les véhicules, s'il y a un parking facile, s'il y a une guérite d'accueil, s'il y a une safe zone. Et oui, nous, ça nous est arrivé d'organiser sur un terrain où il n'y avait pas de safe zone, mais on en parlera plus tard sur les outils. Alors,
puisqu'on parle un petit peu, et oui, ça a peut-être écorché les oreilles de certains parce que c'était un anglicisme et puis qu'on parle de business alors que c'est Association Loi 1901, ce qui est important quand même quand on communique, c'est de se comprendre. Comme c'est un business et que, eh bien, on a un cadre et un collectif pour intervenir et qu'on a une expérience, eh bien, il faut une visibilité. Cette visibilité, elle va permettre de faire de la publicité et de faire une étude de marché. Alors, on va me dire, ah ben oui, mais c'est des termes particuliers, nous on joue, on s'amuse. Non, ça veut dire que lorsque vous devez engager 350 € pour une location, et si comme nous, vous décidez de ne pas bouger le prix d'entrée, d'accord? Nous, le prix d'entrée, il n'a pas bougé, il est à 10 balles, et avec l'inflation actuelle, ça réduit le pouvoir d'achat de notre association, c'est pas grave, parce on n'est pas à but lucratif, c'est pas grave, et on a souhaité soutenir les joueurs d'Airsoft qui veulent venir jouer sur nos parties, alors qu'ils sont déjà étranglés par le carburant et puis le coût de la vie, on a décidé de ne pas bouger les tarifs, d'accord? Mais en tout cas, quand on a 35 joueurs, et en hiver, parfois 35 joueurs, bah, c'est pas mal. Bah, 35 joueurs à 10 balles, 350 €. Si c'est 350 € la location, bah, on est à zéro. Ouais. Sauf que bah, on a l'habitude d'offrir le café, et puis on va offrir le 4x, et puis on va faire le barbecue, puis on va payer les billets à la 0,20 du Crony, puis en fait on est en déficit. Donc il faudrait monter à 40 joueurs. 40 joueurs en hiver, il y a toute une période où 40 joueurs, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc forcément, il ne faut pas y aller n'importe comment et se retrouver en situation de déficit parce que ce serait un loisir, ou qu'on serait à la cool, ou qu'on ne veut pas se prendre la tête parce que toute la semaine on nous a pris la tête au boulot. Non, quand on est orga, on a une approche qui doit être relativement professionnelle. Donc cette visibilité, c'est une visibilité qui va se développer d'abord en tant qu'association. Lorsque vous vous déplacez sur les différentes parties, tout ce que j'ai dit précédemment, il faut aller au-devant des organisateurs et se présenter en tant qu'association, président de l'association ou secrétaire d'association, peu importe, celui qui est le plus communicant. Et prendre des 06, prendre des liens sur Facebook, proposer de se déplacer en équipe complète et de bien expliquer qu'on s'est déplacé en association en équipe complète pour, dans l'avenir éventuellement, à avoir un retour de politesse. Et puis commencer le développement de ce qu'on appelle un fichier clientèle, c'est-à-dire des gens qui, et on en parlera après, sauront que vous organisez une partie, vous connaissent parce que vous venez sur leur partie, et sont susceptibles de se déplacer sur les vôtres. D'accord? Donc, se déplacer et faire en sorte de se déplacer en échangeant. C'est très important de pouvoir effectivement créer un fichier client, récupérer des 06, récupérer des mails, parce que la visibilité de l'installation de votre partie, de la publication de votre partie, peut être compliquée. Alors, il va y avoir deux possibilités. La première, ça va être si vous louez le terrain à une entreprise, vous avez des entreprises qui proposent sur leur plateforme commerciale d'intégrer un agenda, d'accord? Et les billets seront directement éventuellement pris sur le magasin. D'accord? Le magasin est ouvert dans le même temps. Ceux qui sont en Ile-de-France autour de moi le connaissent et je ne vais pas citer parce que je n'ai pas de raison de faire de la publicité pour ce magasin plutôt qu'un autre, là, sur cette revue. Et donc, vous allez pouvoir utiliser la visibilité, le fichier clientèle et l'agenda de ce magasin, ce qui peut être une bonne façon de commencer quand ça existe dans vos territoires et autour de vous. D'accord? Ça gomme la problématique d'avoir une billetterie web, ça gomme la problématique de la visibilité, celle du fichier clientèle. D'accord? Pour tous les autres qui ne veulent pas louer à une entreprise ou parce qu'ils n'ont pas d'entreprise qui propose ce type de service, et il y en a plein dans leur secteur, eh bien, il va falloir avoir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça reste Facebook qui reste le réseau social sur lequel on communique le plus facilement sur ce type d'événement, parce que ça va permettre de publier des photos, publier le lancement de la partie et publier les liens, notamment vers la billetterie web dont on parlera dans la partie outils, puisque là, on est sur une revue qui ne traite que de l'avant, et on aura le pendant dans la deuxième revue. Les réseaux sociaux, notre exemple à nous, on a commencé comme une team, en fait, hein, et notre team avait Facebook, YouTube et Instagram. On s'est constitué en association au bout de quelques années, et on va dire que la visibilité de notre équipe a été exploitée par l'association pour lancer des parties. D'accord? Les parties sont des parties AETB, d'accord? Et tout le monde a dans la tête de venir à une partie Team Bradva, une partie de la Bradva, d'accord? Puisque c'est notre identité connue, en fait. Hein. Lorsqu'on a lancé notre première partie, nous avions déjà plusieurs milliers d'abonnés sur Facebook, sur Instagram, et à notre chaîne YouTube, bien sûr. Alors, attention, il y a une différence entre les abonnés qu'il y a partout en France ou en Europe, ou je ne sais pas trop quoi, c'est à vous de voir comment vous fonctionnez avec vos followers, c'est-à-dire les gens qui suivent vos réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que vous avez un fichier clientèle, d'accord? Le fichier clientèle, c'est celui des gens susceptibles
sur un même territoire de venir à vos parties. Nous, les gens viennent jusqu'à 150 km autour de nous, donc ce sont ces gens-là qui nous intéressent. Comment on touche ces gens-là? Eh bien, en se déplaçant dans les 150 km, en s'exprimant, en se faisant reconnaître et en faisant publicité de nos réseaux sociaux. Alors attention, il ne faut pas aller embêter tout le monde, etc. Mais à un moment donné, il faut bien avoir un point d'entrée pour être visible et pour pouvoir vendre les parties, parce que c'est bien une vente. Alors, les outils maintenant. Les outils, les réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir dessus, mais je pense qu'il faut avoir au moins un profil Facebook pour pouvoir publier les parties. Ce que nous utilisons, nous, comme billetterie, c'est une billetterie web, billet web, d'accord? Pourquoi on utilise billet web? D'abord parce qu'il est facile d'utilisation, parce que ça va vous permettre d'avoir une idée un peu sur le type d'orga, on peut publier le lien sur Facebook, ça nous permet de choisir le prix d'entrée, le nombre de joueurs en plafond, le nombre, par exemple, de parties qui peuvent être réservées par une même personne, et ça va nous permettre de constituer une liste d'appels, d'accord, pour l'arrivée des joueurs. Ça veut dire que notre équipe qui va être à l'accueil du terrain, grâce à Billet Web, aura déjà sa liste, et avec cette liste, va pouvoir demander aux joueurs, tu t'appelles comment, c'est quoi ton blaze, cocher. Avec notre téléphone, on va flasher le QR code du billet web, il est là, clac, on coche, c'est bon. Et cette même fiche, et on en parlera tout à l'heure, constitue notre fiche chronie. D'accord? Donc on a nos joueurs de la fiche chronie. Là, sur la partie du 19 mars, on était un petit peu plus de 50 joueurs hors orga, donc on était une soixantaine sur le terrain. Les 50 joueurs hors orga, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ont payé sur place et qui avaient prévenu ou qui ont eu un succès de ce type-là. Mais l'essentiel avait payé avant. Ce qui fait que avant même la partie, on savait qu'on rentrait dans nos fonds, qu'on dépassait, on pouvait déjà éventuellement investir, on pouvait acheter de la restauration, on pouvait réacheter ou investir dans un item. On était déjà assuré de ce qui se passe. Parce que si vous dites qu'on fait sur la promesse et puis qu'on paye sur place, il pleut et il vous manque la moitié des joueurs. Et comme les joueurs n'ont pas payé, le matin là, ils ont la flemme, ils viennent pas. Quand ils ont déjà payé 10 balles, déjà, vous avez toute une clientèle qui s'est engagée et qui va faire le déplacement. Donc je vous encourage vraiment à développer cet outil de billetterie web qui va vous permettre d'anticiper, de mettre le lien aussi de votre règlement pour qu'il soit compulsé. Moi, je vais jusqu'à annoncer dans une revue YouTube un certain nombre de choses, la partie, et puis le changement du règlement. Je donne des petites précisions comme ça, parce que je veux que les gens arrivent là-bas détendus, affranchis, en sachant ce qu'il en est du bouclier, en sachant ce qu'il en est du full auto et compagnie, et qu'il n'y ait pas des « ah bah oui, mais moi je pensais que, mais je ne savais pas ». Donc voilà, chaîne YouTube, annoncé, règlement disponible sur la billetterie web. Cette billetterie web, elle va se développer de plus en plus. On va dire que je n'ai pas le souvenir récemment d'avoir été sur un terrain où on n'ait pas utilisé une billetterie web. D'accord? Donc moi, je n'ai pas d'affinité particulière. Ça marche bien, je vous dis, ça marche bien, on n'a jamais de souci avec ça. Donc je vous envoie plutôt sur ce type de choses. Ensuite, ce qui est important, je pense que c'est que le règlement que vous proposez en lien sur la billetterie web ou en lien sur votre Facebook ou et on en parlera, mais nous on l'affiche, etc., etc., il faut que ce règlement soit, à quelques exceptions près, contractuel. D'accord? Quand à un moment donné, on nous dit que le fou est autorisé pour les répliques entre telle et telle puissance, puis que le jour J, finalement, ils ont changé le règlement la semaine d'avant, ou que le bouclier est autorisé, puis le jour J, le bouclier il est plus autorisé, c'est assez désagréable. D'accord? C'est assez désagréable. Donc je pense qu'il faut travailler sur un règlement intérieur qui soit contractuel, et sinon, que ce soit noté, par exemple, la pyrotechnie, les fumigènes, etc., etc., seront utilisables selon l'état du terrain et annoncés lors du briefing. D'accord? Voilà. Mais en dehors de ça, je pense qu'il faut vraiment que ce règlement intérieur soit contractuel. Un cahier de jeu. Un cahier de jeu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que ce soit comme le règlement, il faut s'inspirer des scénarios qui sont organisés déjà sur les terrains. Mais avoir son propre cahier de jeu. Et c'est pas à la one again, ouais, on va faire une attaque défense de fort, ou on va faire un drapeau. Non. Alors, c'est pas respectueux des joueurs. Et puis, ça va bien quand c'est pas toi qui te retrouves à faire le briefing avec les gens qui te posent des questions, et t'as pas anticipé le spawn, t'as pas anticipé la zone de jeu, tu sais pas si finalement tu fais un fermier pour ou pas, est-ce que tu respawns par 2, par 3? Non, non. Il faut se poser en équipe, d'accord, et de se dire, bon, ce scénario, il dure combien de temps? Est-ce qu'on le met le matin, l'après-midi? Les mecs, ils sont fatigués ou pas fatigués? La partie de chauffe, on commence par quoi? En fin de journée, les gens sont plus fatigués et puis moralement plus touchés, d'accord? Il y a une espèce de charge mentale qui fait que les esprits peuvent s'échauffer un peu plus. Donc, il faut un peu réfléchir à la façon dont on organise les scénarios et puis de se dire, bah voilà, si je prévois 4 scénarios le matin sur 4h30, bah ça va pas tenir en fait. Souvent, on commence à 10h. Donc,
il faut réfléchir ces scénarios à l'avance et les écrire. Moi, j'écris la totalité du scénario. Bien sûr qu'il va souffrir de l'épreuve du terrain, mais tout est écrit. Et j'écris toujours de la même façon, c'est-à-dire une ligne pour le teaser, attaque, défense de fort, avec absorption, bon bref, d'accord? Et ça va tenir en 2 lignes, les gens comprennent ce que ça veut dire. Et puis ensuite, je vais avoir le spawn des bleus est à tel endroit, vous respawnez par 2, ou je sais pas comment. Le spawn des rouges est à tel endroit. On ne va pas plus haut que tel et tel endroit parce que c'est du spawn kill. Voilà la zone de jeu. Et ça veut dire que dans les 30 premières secondes, l'essentiel est dit. Et je vous recommande de faire attention à vos scénarios, on en parle régulièrement avec Critchek. Là, pour le coup, je mets ma casquette loisir joueur. J'ai pas envie d'avoir un scénar qui dure 2 heures, très compliqué, éventuellement je connais pas le terrain. Donc souvent, le premier scénario, il faut que ce soit un scénario simple, dans un endroit où c'est facile de respawn, pas trop loin, et facilement identifiable. Une attaque défense de fort, par exemple, une capture de drapeau à un endroit central. C'est beaucoup plus facile. Et moi, je construis tous mes scénarios de la même façon, ce qui fait que les joueurs ont l'habitude que je dise toujours le teaser, puis ensuite toujours les zones de spawn, puis ensuite toujours la zone de jeu, puis ensuite je vais rentrer dans des détails, et ils peuvent éventuellement s'arrêter sur la première minute d'explication. Souvent, le deuxième scénario va être plus complexe, il va être à tiroir, et il va y avoir des interactions avec des contracteurs ou ce genre de choses, et là vous pouvez mettre une touche un petit peu plus compliquée. Autre chose maintenant, la question des items. Bien sûr que vous pouvez dire, bon voilà, le premier qui touche l'arbre là-bas avec la rubanise, il a gagné. Oui, enfin voilà, non. C'est quand même sympa, les gens ils viennent, ils se déplacent, ils payent pour un service, c'est quand même plus sympa quand il y a des drapeaux, il y a des cônes, il y a des bombes, il y a des civières, il y a des totems, il y a des drapeaux, il y a éventuellement mallettes électroniques. Alors oui, ça fait de l'investissement et ça se fait progressivement, mais il y a tout un tas de bidouilles qu'on peut trimballer sur un terrain d'airsoft et qui feront office de ceci ou cela. Quand je vous ferai effectivement la présentation de qu'est-ce qu'on fait pendant, il y aura la part des items, et je vous montrerai tous les items que nous avons bricolés, fabriqués, récupérés, achetés, que nous utilisons sur nos parties. D'accord ? Ensuite, vous devez investir sur un chrony, d'accord ? Un chrony sur pied ou pas sur pied. Quand vous avez 80 joueurs, il faut éventuellement avoir 2 chronies et 2 personnes au chrony. Un chrony, c'est pas forcément donné, notamment un chrony fonctionnel dans le temps et efficace. Un chrony et des billes à la 0,20. Nous, on ouvre le chrony à 8h du matin, parce qu'on veut que les joueurs le fassent à la volée et qu'on ne soit pas comme à la CAF les uns derrière les autres pendant des heures, et puis parce que dans notre organisation, et on vous en parlera, c'est comme ça que ça se passe, mais quand vous faites le chrony à 9h, comme c'est parfois, et qu'il y a 80 joueurs et que vous êtes tout seul, ça peut être très compliqué. Donc ça, avoir un ou plusieurs chronies efficaces, sur pied ou pas, ça dépend du stand de tir, mais anticiper ce fonctionnement. Et là, on parlait de l'expérience. Celui qui gère le chrony doit avoir des compétences techniques et des vraies compétences en airsoft. Chez nous, c'est Nikolai, que je salue, voilà, au passage, il va regarder certainement la revue. Nikolai, il a joué quasiment tous les types de répliques, pas que les répliques russes. Il est calé en GBBR, en HPA, en AEG, de toute forme. Et donc, quel que soit le joueur qui se présente, il va pouvoir maîtriser le fonctionnement de la réplique, voir si le joueur a un petit peu traficoté au niveau de son appui pour passer au chrony, il va le voir. Il va pouvoir gérer au niveau du HPA, parce qu'il y a des petites choses aussi qui peuvent se faire, qui ne sont pas toujours très sympas sur le HPA, et je ne jette pas la pierre, c'est simplement des possibilités qu'offre la technologie. Et donc, il peut y avoir des incidents aussi, ou des casses, ça a été le cas, il y a eu un drum là, sur un Scorpion qui a été cassé, il a pu intervenir après et réparer le drum alors qu'il avait été endommagé sur le chrony. Donc attention aux compétences et à l'expérience sur le chrony, il faut placer vraiment des joueurs expérimentés, notamment sur le chrony, mais on en parlera sur le pendant. Alors on doit avoir des chasubles fluo, ou des brassards, ou des patchs orga, vous devez être identifiable. Trop souvent, on ne sait pas qui est l'organisateur, qui est de quel endroit ou quoi que ce soit. Une chasuble jaune ou orange, ça permet d'être visible de loin, c'est de la sécurité, de la visibilité, de la crédibilité. On doit savoir toujours où sont les orgas et vers qui on peut se tourner. En plus, c'est du visuel. Quand à un moment donné, vous avez 6 ou 7, 8, 9, 10 chasubles jaunes, vous dites, ah ouais, sur l'orga, boum, ça pose le game, il y a du monde, on est encadré, il y a la ressource, ça rigole pas, quoi. D'accord ? Ou plutôt si, ça peut rigoler, parce qu'on est bien encadré. Des radios! J'entends bien les gens qui vont « Ah non, mais moi je joue sans radio, non, non, non. » Ok, vous jouez sans radio, pas de problème. Organiser sans radio, irresponsable. C'est
irresponsable, j'assume. Bon, on va me dire que ouais, machin, non, non, un ego surdimensionné, j'ai eu ça là sur un dernier commentaire, parce que je disais moi je pense que machin, bah, je vais pas dire lui il pense, je te dis oui, moi je pense que c'est irresponsable. On doit être tous en communication radio pour organiser, gérer, mettre en sécurité. On doit être dans une approche professionnelle, on n'est plus dans le cadre d'un loisir quand on est en charge de la sécurité de 80 bonhommes et bonnes femmes, c'est pas possible. D'accord Et on doit avoir des brassards pour les joueurs. D'accord Et faites attention parce que ça a l'air de rien, mais trouver des brassards de couleur, c'est extrêmement cher. Aujourd'hui, les brassards, souvent ce qu'on trouve, c'est des brassards genre capitaine pour le football, d'accord Et ça va être presque 10 balles le brassard. Si vous avez 80 joueurs, c'est 80 brassards, vous allez mettre 800 euros de brassards. C'est juste pas possible. Bon, en tout cas, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est négocier d'avoir les brassards des équipes qui vous louent le terrain. C'est ce qu'on fait avec la FBA. Et je remercie Nathan et toute l'équipe des Brésiliens qui sont super sympas, qui sont venus en masse le 19 mars et qui nous ont prêté leurs 70 ou 80 brassards. Et heureusement, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans eux. Oui, vous pouvez bricoler du brassard. Nous, ça nous est arrivé de faire les 100 brassards contre les torchons blancs. D'accord ? Même si les torchons blancs au bras, à la jambe peuvent avoir une connotation pour certains qui suivent un peu les actualités, mais vous pouvez effectivement acheter du tissu et fabriquer du brassard. Nous, on l'a fait, j'ai aucun joueur qui m'a dit « ouais, ça fait débutant, ça fait bizarre ». Non, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas trouvé la solution, vous découpez du vieux drap, de couleur ou pas de couleur, il y a les pas brassards, il y a les brassards, et ça passe comme ça. Sinon, vous avez l'opportunité de faire civil contre camo, et ça vous permet d'avoir un visuel, et il n'y a pas besoin de brassard. La question de la sono, aussi dans les outils, j'ai fait à voix, d'accord c'est épuisant. D'accord Moi, j'ai un métier où j'ai l'habitude de donner de la voix. Donc, mais je parle pas comme ça parce que j'ai l'habitude. Mais je suis très fatigué. Ok Puis, bah, ça y est, j'ai 50 ans là, maintenant. Hein, donc, ça va pas en s'améliorant. J'ai fait au mégaphone. D'accord Un mégaphone avec un micro relais. C'était mieux. Et là, on a atteint encore le niveau du dessus. On a investi dans un petit casque Bluetooth qui n'était pas très cher. Et j'ai emprunté à une autre association une grosse enceinte Bluetooth justement sans fil sur batterie de 500 watts et ça m'a permis de faire les briefings avec le petit casque, d'être beaucoup plus light. Alors bien sûr je ne pouvais pas l'emmener sur le terrain, mais que ce soit pour ça ou les activités lors du midi, lors de la pause méridienne, c'était super confort pour moi, je l'ai vraiment senti le lendemain. Ensuite la safe zone, et là vous allez me dire mais Gorky, comment ça la safe zone est un outil? Oui, il y a des endroits avec des terrains où il n'y a pas de safe zone. Alors s'il y a des tables, alors pour moi une safe zone, c'est pas juste de quoi poser le matériel, c'est de quoi mettre hors d'eau les joueurs. C'est ça pour moi une safe zone, d'accord? Et tous les terrains n'ont pas la possibilité de proposer une installation hors d'eau. Ça nous est arrivé sur un terrain avec une association qui débutait et qu'on apprécie beaucoup, voilà, les Fils d'Odin. Il commençait il y a quelques années, il n'y avait pas de safe zone à l'époque, et donc c'était en plein hiver, et donc on est venu avec des pergolas, qu'on a étanchéifiés, avec des câbles, des trucs, etc. Donc on est arrivé avec du matériel d'emprunt, et on a fabriqué une safe zone hors d'eau, et il a plu toute la journée. D'accord ? Donc attention, la safe zone, des fois, il faut proposer, ou bien des fois la safe zone, elle est bonne pour 30 joueurs, et puis bah, le jour J, vous avez décidé de faire un 70 ou un 80, ça rentre pas. Et les joueurs qui arrivent un peu en décalage, qui se retrouvent à l'arrière des voitures, alors que tous les potes, ils sont en safe zone, c'est pas forcément cool. Donc des fois, ça peut être une tente de l'armée que vous pouvez louer, ou vous pouvez acheter en déstock. Essayez de réfléchir à la safe zone, ça peut faire les petites différences. Dernière chose qui peut y avoir d'intéressant quand on organise, et c'est vrai que la revue est un peu longue, mais c'est pas rien d'organiser une partie d'airsoft, c'est d'avoir un partenariat ou un sponsoring. Le sponsoring d'abord, moi j'observe qu'il y a pas mal d'associations qui vont dire lors du briefing, bah, on remercie notre sponsor un tel qui nous fournit les billes ou le gaz ou je ne sais pas quoi et qui fait je ne sais pas quoi. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir un sponsor et éventuellement d'avoir comme sponsor eh bien, l'entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'agenda de laquelle vous allez vous inscrire et dont vous allez profiter du fichier clientèle pour louer le terrain. D'accord ? Alors, entre associations, ça va vous permettre, par exemple, d'avoir et d'organiser une tombola. Nous, avec Airsoft Entrepôt, que je remercie au passage parce qu'ils nous ont fait un super cadeau en nous filant du gaz, des billes et une superbe AK-74 MN de chez Sima, on a pu faire eh bien, une tombola. Je crois qu'on a vendu plus de 80 tickets à 3 €. D'accord ? Donc 80 tickets à 3 €, ça fait 240 € de plus qui reviennent dans l'association et qui nous permettent de financer nos parties. Et cette animation, on l'a fait grâce à notre partenaire. Ça a évité qu'un tas de joueurs aillent manger à l'extérieur.
et qu'il reste au niveau de la pause méridienne pour qu'on n'ait pas à se retrouver à une reprise de partie en décalage l'après-midi. Nous, on s'arrête à peu près 60 minutes, et pendant ces 60 minutes, on propose cette association Tombola. C'était la première fois, ça s'est très très bien passé. Voilà. Et puis, justement, c'est un des joueurs brésiliens qui est reparti avec cette CIMA et qui était très content. D'ailleurs, sur les prochaines parties, si Airsoft Entrepôt en est d'accord, on essaiera de refaire aussi une Tombola pour bien, vous encourager. Je pense qu'il y a peut-être certains joueurs qui sont venus grâce à ça. Il y a peut-être aussi certains joueurs qui sont restés dans l'ambiance générale le midi. Donc grosse ambiance en safe zone, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y aura peut-être une petite vidéo qui sortira sur YouTube de ce moment-là pour vous donner à ceux qui ne sont pas venus, qui ne connaissent pas ou qui viennent de loin, un petit peu le type d'ambiance qu'on peut avoir sur nos temps de pause en safe zone. Voilà, bah écoutez, je pensais pas que ce serait aussi long, hein, parce que moi je fais pas forcément le minutage de mes revues. J'aime beaucoup parler des organisations de parties, parce que je pense que la façon de développer notre loisir, c'est ça, je l'ai déjà dit précédemment, constituer des associations qui vont louer des terrains d'airsoft, ce qui va permettre de soutenir ceux qui s'occupent de terrains d'airsoft, qui vont pouvoir aller se détendre et jouer ailleurs, tout en ne perdant pas d'argent parce qu'ils doivent s'acquitter de loyers considérables. Il y a des terrains où parfois c'est 10 000 € l'année. Hein. L'association doit payer 10 000 € à l'année. Imaginez ce que ça représente. Le terrain de la FBA, c'est à peu près ça. Donc, c'est un week-end où ils ne jouent pas, et donc quand on donne 350 €, ça va participer aux différents week-ends qui vont les aider à payer leur location. Voilà, écoutez, on se retrouve sur la prochaine revue qui s'intitulera une partie d'airsoft, que doit-on faire pendant la partie d'airsoft. Donc ça commencera le matin au moment où nos équipes arrivent sur le terrain, et puis je déroulerai toute ma journée pour vous dire un petit peu les astuces, les gris-gris et les systèmes qu'on met en place. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, le redout va s'installer, allez jouer massivement, ne laissez pas tomber notre loisir, la Covid nous a mis une claque dans la figure, on doit se relever, réinvestir dans notre matériel ou exploiter l'ancien matériel, le remettre en état, sortez-le des garages, dépoussiérez-le, n'hésitez pas à venir sur des associations si vous n'avez pas de matériel, nous on loue du matériel, vous venez chez nous, vous louez, et puis on vous reçoit bien, hein, parce que ce sera une AK-74 SU de chez EL, donc on a un superbe matériel à vous prêter, ainsi que les lunettes, le stalker, etc. Donc vous pourrez jouer en ayant zéro matériel, d'accord, avec un high cap. Je pense que c'est quelque chose aussi que les autres associations devraient essayer de développer, cette possibilité de louer pas trop cher pour mettre le pied à l'étrier à de jeunes joueurs qui ne savent pas si ça va leur plaire et qui ne veulent pas investir. Voilà, il faut absolument qu'on ait tous une démarche pour développer notre loisir et qu'il ne s'étouffe pas. Bien, on n'oublie pas que loisir rime avec plaisir et on se retrouve très bientôt. Allez, au revoir.